Bonjour chers amis, bonjour mesdames, messieurs. Je suis Aimé Mfoulangangi, ministre plénipotentiaire, ancien directeur de l'intégration régionale, ancien directeur général adjoint de la coopération internationale du Gabon, ancien conseiller du secrétaire général de la CEAC chargé des questions de paix et de sécurité. Je suis expert certifié Union africaine en conduite des opérations de paix. Je suis Jean-Louis Kombila, ministre plénipotentiaire, ancien premier conseiller au Liban, ancien consul général du Gabon en France et ancien conseiller du président de la République. Oui, Franklin Makanga, je suis ministre plénipotentiaire, ancien ambassadeur, représentant permanent adjoint du Gabon près des Nations Unies à New York. Nous sommes là pour avoir une belle conversation et nous espérons que cette conversation va éclairer les uns et les autres sur ces questions-là. Revenons encore un peu en ce qui concerne la guerre au Moyen-Orient, oui, notamment Israël et l'Iran, pour analyser un peu le positionnement de la communauté dite internationale. Très bien. Pour savoir quel est, d'après vous, le positionnement de la communauté internationale d'une part, et qu'est-ce qui, au sein de ce positionnement, pourrait permettre à ces tensions-là de s'arrêter? Bien. La communauté internationale, est-ce qu'elle existe réellement? Il y a, à mon sens et d'expérience, une société internationale. La communauté internationale n'agit pas ensemble. La communauté internationale agit selon les intérêts des uns et des autres. Le Conseil de sécurité, qui est l'organe compétent dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité, est un organe qui n'est pas démocratique. Il y a 15 membres du Conseil, dont 10 non permanents. 5 membres permanents détiennent le veto. Les décisions majeures du Conseil de sécurité doivent d'abord recevoir l'accord ou l'aval des 5 membres permanents. Voilà le débat sécuritaire. La sécurité collective est sous la responsabilité du Conseil de sécurité, qui lui-même, en tant qu'organe exécutif des Nations Unies, n'est pas démocratique. Et ils sont souvent en conflit entre eux. Exactement. Donc, les membres permanents, chacun défend ses intérêts. Dès lors que ses intérêts sont menacés, eh bien, il brandit le droit de veto. Donc, nous sommes dans une configuration sécuritaire inégale, et c'est la raison pour laquelle, depuis une cinquantaine d'années, les pays en développement, même notre ancien président, le défunt Omar Bongo, demandait que l'Afrique aussi eût une place parmi les membres permanents du Conseil de sécurité pour participer aux délibérations dans le domaine de la paix et de la sécurité internationale. Elle est toujours d'actualité. Elle est d'actualité, mais les réformes que l'on demande tardent à venir. Pourquoi? Ça fait 44 ans que la question de la réforme du Conseil de sécurité est débattue aux Nations Unies. Ça fait 15 ans à peu près qu'on a mis en place un processus de négociation intergouvernementale sur la réforme du Conseil de sécurité. Et malgré ces efforts de la communauté internationale, la question de la réforme reste stagnante. Tout simplement parce que les membres permanents actuels n'entendent pas perdre leurs privilèges. Et donc, on peut dire que les membres permanents du Conseil de sécurité entretiennent l'atmosphère de conflit dans le monde. C'est ça. Donc, c'est bien ça? Le statu quo plutôt. Le statu quo, quel est-il le statu quo? Non, moi je ne vais pas répondre au statu quo, mais je vais répondre un peu par rapport à la question que tu as posée, Sosten, et répondre en m'appropriant les dires de Aimé. Quand il parle de la communauté internationale, il nous dit bien la communauté internationale aujourd'hui, enfin, ce n'est pas le mot qu'il a utilisé, est un peu éparpillé, les multipolaires. Ce n'est plus à l'époque l'Occident. Ça s'est déplacé. Aujourd'hui, quand on parle de communauté internationale, ça veut dire qu'aujourd'hui, au regard même de ce conflit, il y a 2 positionnements. Il y a l'Occident qui demande à Israël de ne rien faire. Mais est-ce que tout le monde... Enfin, je ne sais pas si on s'est rendu compte de la position de la Russie. Et qui dit Russie, dit BRICS, aujourd'hui. Parce que les BRICS, aujourd'hui, vont constituer un autre pôle. Ils le constituent. Voilà. Disons au niveau économique. Non, même politique. Global. Oui. Puissance globale. Il faudra en tenir compte. Il y a quand même la Chine, la Russie, l'Inde,
l'Afrique du Sud et le Brésil, mais aujourd'hui, il y a l'Iran et l'Égypte qui viennent d'adhérer aux BRICS. Donc c'est un pôle dont il faudra tenir compte désormais. Bon, c'est vrai que la Russie a demandé à tout le monde de se calmer et puis, à prôner la retenue pour tout le monde. Enfin, c'est vrai que les autres ont dit retenue, mais la retenue c'était pour Israël surtout. On a demandé à Israël de rester calme. Comme a dit le président Biden, vous avez gagné, prenez la victoire. Contentez-vous de cette victoire, c'est bon. On a envoyé 300 missiles, il y a peut-être 3 ou 4 qui sont tombés, et vous n'avez pas eu de gros dégâts. Bon, on vous a aidé, c'est vrai, mais vous avez fait 50% du travail, nous on a fait 50%. Bon, c'est bon, on arrête là les frais pour le moment. Mais je suis sûr que si Israël veut riposter, sans aller très loin en Iran, il y a le Hezbollah qui est au Liban, il y a aussi un autre Hezbollah en Irak. Enfin, c'est le Hezbollah libanais qui est en Syrie, mais il y a un autre Hezbollah en Irak, et puis il y a le Yémen, les Houthis. Donc Israël peut frapper. Si Israël va frapper ces organisations, le monde occidental dira, écoutez, c'est dans le droit d'Israël de se défendre. Israël a droit à la sécurité. Donc, voilà, c'est les termes qu'on nous sortira.